c'est la spécialité de Sibomat. Quelles sont les particularités de la construction ossature bois? Au lieu de faire le laïus du constructeur, qui, à mon avis, ne peut pas vous paraître aussi transparent que la parole des clients, j'ai plutôt repris les principales particularités que les clients mettent en avant, soit quand je les rencontre, soit quand ils finalisent, qu'ils ont décidé de travailler avec nous. Je repose toujours ces questions-là. Je pense que c'est très, très intéressant de savoir pourquoi ce système constructif et pas un autre. Le premier paramètre qui revient systématiquement, ce sont les performances énergétiques. Donc, à ce niveau-là, il est vraiment indiscutable que les performances qu'offre le système de construction ossature bois au niveau énergétique sont de loin supérieures par rapport à la construction traditionnelle. Je vous expliquerai un peu plus tard le principe et vous comprendrez assez facilement, j'espère, si je fais bien mon job, le pourquoi. La preuve en est d'ailleurs, c'est que nous n'avons pas dû modifier ou adapter notre système de construction pour répondre aux normes QSEN qui sont imposées maintenant en région wallonne depuis le mois de janvier 2021. Un deuxième paramètre qui revient souvent dans le discours, c'est la rapidité d'exécution. Pourquoi? Parce que la durée de chantier entre le début du chantier et votre période d'emménagement, elle est quasiment 3 fois plus rapide, plus courte que la période de construction en traditionnel. Alors, pourquoi? Parce qu'on préfabrique en fait tout notre système dans les ateliers, comme je vous l'ai expliqué. On monte le gros œuvre de la maison en l'espace, en moyenne, ça dure 2 à 3 jours. Quelques jours après, on place les tuiles, les châssis, ce qui veut dire qu'en une dizaine de jours, le gros œuvre fermé, étanche au vent et à la pluie, est déjà réalisé. Une autre particularité également de ce système, c'est qu'on peut précommander toute la menuiserie extérieure, alors qu'en construction traditionnelle, il faut d'abord construire le gros œuvre complet de la maison pour qu'on puisse prendre les dimensions exactes et passer commande de la menuiserie extérieure. Il faut savoir que le délai de livraison aujourd'hui est certainement de 3 mois. C'est 3 mois que nous gagnons parce que nous allons pouvoir commander déjà toute cette menuiserie extérieure lorsque nous dessinons les plans définitifs, ce qu'on appelle les plans d'exécution de la maison. Donc, au moment du montage, ça nous permet de placer directement cette menuiserie et de gagner cet espace de temps non négligeable. Ça vous permet d'un côté aussi, d'un côté financier, de faire quelques économies. Pourquoi? Parce que si le chantier est 3 fois plus court, ça vous permettra d'économiser des doubles remboursements ou des doubles loyers pour ceux qui seraient confrontés à cette situation. L'aspect écologique, ça c'est aussi un discours qui revient depuis, je dirais, 5-6 ans. Il y a une quinzaine d'années, c'était presque à chaque rendez-vous qu'on me parlait de l'aspect écologique du système, puis ça a disparu, maintenant ça revient un petit peu. Il faut savoir que, évidemment, outre les performances énergétiques élevées, la diminution de consommation de chauffage, mais le bois en tant que tel, le matériau principal utilisé, c'est le matériau durable par excellence, matériau écologique et recyclable, bien entendu. Un petit exemple qui est assez parlant avec tout ce qu'on entend aujourd'hui aux informations, c'est que l'utilisation d'1 mètre cube de bois par rapport à l'utilisation d'1 mètre cube de béton, ça permet d'économiser 1 tonne de CO2. Donc, on peut s'imaginer le nombre de mètres cubes de béton qu'on aurait besoin dans la construction de sa maison par rapport au nombre de mètres cubes de bois. Ça représente déjà par maison individuelle plusieurs tonnes. Et c'est toujours ça de gagner, évidemment. Pour la construction du gros œuvre, il faut savoir aussi qu'on n'utilise pas d'eau. C'est une construction à sec, mis à part pour les fondations, bien entendu, mais par rapport à la construction du gros œuvre en traditionnel, il y a une grosse différence également. La durabilité du matériau est mise en avant aussi par nos clients. Il suffit de voir toutes les anciennes constructions en bois ou les églises tout simplement construites en bois qui nous entourent et qui datent de plusieurs siècles, qui nous entourent en Belgique. Je pense que c'est en région liégeoise que la majorité des églises en bois se situent. Si on va en région champenoise, c'est à 300 km de chez nous. Il y a la route des églises, si vous avez déjà eu l'occasion de vous promener dans la région, qui peut faire découvrir une quinzaine d'églises qui ont 3, 4, 5 siècles d'existence.
La sensation de confort, j'ai toujours l'impression que ce sont les dames qui sont plus sensibles à cette sensation que les messieurs, mais je me trompe peut-être. Il faut savoir que dans une construction en ossature bois, le climat est sec et sain. Pourquoi? Parce que le matériau, le bois, est le meilleur matériau qui a toujours été utilisé dans les habitations pour réguler le degré d'humidité. Si on regarde les châteaux de la Loire, on voit que dans les pièces qui étaient les plus souvent utilisées comme pièces de vie, vous avez du plancher, bien entendu, mais il y aura un parement en bois sur les murs, il y aura un parement en bois au plafond. Idem dans les pièces de vie des abbayes, par exemple. Donc ça donne une sensation de confort tout à fait différente. Il n'y a pas de sensation de crue, comme on dit chez nous, ou d'humidité due à notre météo parfois un peu capricieuse. Les économies d'énergie, donc on en parle un petit peu avec le côté écologique et performant du système, mais on peut se dire qu'avec une maison à ossature bois, vous allez faire une économie de près de 65% sur votre consommation en chauffage, ce qui n'est pas négligeable. Ça a toujours été un discours très, très important pour les clients et d'autant plus ces derniers mois, j'allais dire dernières semaines, mais c'est déjà quelques mois. En fait, le système de chauffage dans ces maisons-là est utilisé pour entretenir une température de confort constante, mais on n'utilisera pas le chauffage pour casser une sensation de crue puisqu'elle n'existe pas. Dans les maisons classiques que nous connaissons tous, s'il fait un petit peu cru, c'est malsain, c'est inconfortable, on va mettre le chauffage en route pour casser cette sensation, mais pas spécialement pour augmenter la température qu'on trouvait trop basse. Et alors, la liberté architecturale. Peu de clients sont au courant de ça, les architectes le sont de plus en plus. Il faut savoir que ce système constructif permet en fait plus de liberté quant à l'architecture ou à l'aménagement intérieur de la maison. Pourquoi au niveau de l'architecture? Parce que ce système de construction est 3 fois plus léger, ce qui veut dire que ça ouvre quand même plus de portes aux architectes pour des créations de projets souvent contemporains avec des porte-à-faux, des débordements éventuellement ou tout simplement de grands espaces ouverts au sein des maisons. C'est un système qui, étant plus léger, demandera moins de structures pour réaliser ce genre de configuration. Il n'y a pas non plus, ce que vous connaissez probablement, les murs porteurs en traditionnel. C'est une contrainte qui peut exister. Outre les dimensions, les épaisseurs plutôt, pardon, de murs qui peuvent différer dans une maison traditionnelle. En ossature bois, on n'a pas cette contrainte-là. Ça veut dire que ça donne aussi à l'architecte plus de liberté quant à la conception des plans, parce qu'il ne doit pas, par exemple, juxtaposer les murs de l'étage obligatoirement à ceux du rez-de-chaussée. Donc, on voit parfois sur des plans traditionnels des chambres qui ont la même dimension que la buanderie. On se demande toujours si c'est la buanderie qui a déterminé la superficie de la chambre ou sa conception ou l'inverse. Je vais vous expliquer un petit peu le système constructif. Donc, je voudrais simplement rappeler que chez Sibamat, nous travaillons avec un système qui est 100% sur mesure. Je le dis parce que on pourrait croire que c'est du préfabriqué, c'est du prémonté pour moi. Donc, c'est prémonté en atelier, mais 100% sur mesure. Vous voulez une maison de 10 mètres 53 sur 9 mètres 04, son chiffre porte-bonheur, on peut le faire, ça, il n'y a pas de souci. Dans d'autres systèmes à ossature bois, vous avez des systèmes préfabriqués et donc qui sont des systèmes dont les dimensions vont dépendre en fait de leurs modules et des dimensions des différents modules. Évidemment, ils ont plusieurs modules différents, mais il va falloir que les plans soient conçus en fonction de ces dimensions de modules. Donc, ce n'est absolument pas notre cas. Notre système va s'adapter à vos plans et non l'inverse. Pour ce qui est d'une maison ossature bois, je vais juste préciser un petit détail parce qu'on fait parfois un amalgame justement de tous ces différents systèmes constructifs, le bois massif et autres. Vous voyez autour de moi, la finition intérieure est tout à fait à l'identique d'une maison traditionnelle, c'est une finition plafonnage. Chez nous, c'est de l'enduisage, mais la finition intérieure est tout à fait à l'identique. Ça n'empêche pas de pouvoir décorer un mur ou une pièce avec du bois, mais ce sera purement décoratif. Et l'extérieur, c'est aussi tout à fait à l'identique. On va pouvoir travailler avec tous les matériaux de parement qu'il existe, la brique, comme on est en Belgique, c'est assez courant, du crépi, un bardage bois, un bardage en trespas ou autres matériaux.
Finalement, il n'y a aucune contrainte par rapport aux matériaux utilisés, ni même aux techniques. Ça, c'est certain, on peut travailler avec toutes les différentes techniques qui existent aujourd'hui. Je parlais de chauffage, je parlais de ventilation, mais toutes techniques confondues sont tout à fait compatibles, il n'y a pas de raison que ce soit incompatible. Je vais vous expliquer maintenant un petit peu la composition des murs extérieurs. Donc, vous avez, je pense, sur votre écran, si tout fonctionne bien, une vue 3D d'une coupe de mur, mais j'ai ma petite coupe de mur ici que j'aime bien utiliser pour expliquer ça. J'espère que le son sera toujours bon. On a plusieurs coupes de murs différentes, mais je vais parler de celle-ci. C'est la plus performante, c'est la plus prisée par les architectes qui sont assez poussés en technique, la plus prisée par les coordinateurs PEB. Donc, je pense que c'est un bon départ pour vous expliquer le principe. Donc, ici, on a cet exemple avec un parement en briques. On va faire la comparaison avec un mur en traditionnel. Si je prends la partie de gauche, c'est tout à fait à l'identique de la construction d'une maison en traditionnel. On a la brique, on a la lame d'air qui va ventiler et isoler malgré tout aussi le bâtiment, et on a un isolant. La première grosse différence, c'est qu'en traditionnel, c'est le seul et unique isolant de la maison. Ça veut dire qu'il se trouve à l'extérieur du principe structurel, constructif, à l'extérieur du bloc. Ça veut dire qu'il est dans le froid et il est à l'humidité. La partie de droite, eh bien, c'est ce qui remplace le bloc en béton, le bloc terre cuite, le bloc Iton, donc le bloc structurel de la maison traditionnelle. Et c'est ici que se trouve l'ossature. En fait, vous avez, en ce qui nous concerne aussi, des montants en bois massif. Ces montants sont verticaux, ça forme un cadre, si vous voulez, on appelle ça aussi un squelette. En néerlandais, c'est houtskelettboog, c'est un des seuls mots que je connais. Donc, vous avez tous ces montants verticaux qui forment un cadre, c'est ce qui est préparé dans nos ateliers. Ces montants sont espacés au maximum de 60 cm. Et entre ces montants, nous allons placer l'isolant principal. C'est là la grosse différence. C'est que nous avons l'isolant principal à l'intérieur du système constructif. Je ne connais pas d'autres systèmes qui possèdent cet avantage-là. Et donc, cet isolant est au chaud et au sec. Il est toujours à température ambiante de votre habitation. On sait très bien que pour avoir une sensation de confort chez soi, il faut que les murs soient à température. Si vous avez une très ancienne maison avec des murs de pierre, vous allez faire circuler de l'air chaud, mais les murs vont toujours rayonner du froid, et donc ça sera toujours moins confortable qu'un mur qui est systématiquement à température ambiante. Et donc la combinaison des deux isolants que vous voyez ici nous permet d'avoir une performance d'isolation très très élevée. En fait, pour tous nos murs, vous avez une valeur d'isolation, si ça parle à certains d'entre vous, d'une valeur U de 0,15, ce qui correspond à ce qui est imposé en région wallonne comme performance de mur pour les maisons certifiées passives. Ça n'en fait pas une maison passive, pas du tout, mais ça en fait une maison dont les performances d'isolation thermique pour l'enveloppe soient à l'identique. La composition ici structurelle, vous avez à l'extérieur une membrane qui est imperméable à l'eau et perméable à la vapeur. Vous avez les montants en ossature et l'isolant. Ces montants en ossature, petite parenthèse, peuvent varier en épaisseur entre 12 et 22 cm. Ce sera probablement un de nos conseils en fonction de la configuration de votre maison, de sa conception, des matériaux, de parements extérieurs, etc. Et vous avez l'intérieur de l'ossature qui est refermé par un panneau d'OSB de type 3, dénué de solvant et résistant à l'immersion dans l'eau. Et entre l'isolant et ce panneau d'OSB, vous avez un frein de vapeur. Particularité de cette conception ici, c'est que vous avez une double ossature ou un vide technique. Il y a plusieurs appellations. Vous avez donc des montants en ossature, à nouveau espacés généralement de 60 cm les uns des autres, qui vont recevoir le parement intérieur final. Je vous expliquerai les caractéristiques du parement intérieur, mais ce vide technique sert à quoi? Tout simplement à pouvoir faire passer les techniques comme l'électricité, le chauffage, le sanitaire. Déjà beaucoup plus facile, si vous désirez travailler en gros œuvres fermés, c'est d'avoir ce vide technique. Vous n'aurez pas de saignée à faire au sein de la maison pour intégrer toutes ces techniques qui seront accessibles dans le vide, par le dessus ou par le dessous. Donc, au niveau accessibilité, mise en œuvre, c'est très, très simple. Et il faut bien comprendre aussi que si je perce le parement intérieur pour placer un interrupteur,
une prise électrique, pardon, le percement ici ne va pas interférer sur la performance d'étanchéité à l'air de la maison. L'étanchéité à l'air, ça n'a rien à voir avec l'isolation, mais finalement, le but d'avoir une maison très étanche, c'est de réduire sa consommation aussi. Je prends toujours l'exemple d'une passoire. Vous avez une passoire qui est réalisée dans un matériau hyper isolant. Ça reste une passoire, la chaleur va passer au travers. Eh bien, une maison qui n'est pas très étanche, c'est la même chose, ce sera une passoire. Donc, lorsqu'on place l'interrupteur ici, on perd simplement le parement intérieur, mais la structure même de la maison reste toujours étanche, tout à fait. Alors, le parement intérieur, ce n'est pas une simple plaque de plâtre comme on pouvait utiliser il y a plus de 12 ans, je crois. Ce sont des plaques de plâtre, mais renforcées de fibres de bois. Cette épaisseur de 15 mm et ce mélange de plâtre et de fibres permet d'avoir un matériau excessivement dense. Finalement, c'est le matériau de parement intérieur sur le marché qui est le plus dense aujourd'hui. Une plaque de plâtre de ce type-là va peser jusqu'à 47 kg par plaque. Donc, vous voyez la différence que ça peut donner par rapport à une plaque classique qu'on trouve habituellement dans les magasins de bricolage. L'avantage d'avoir une plaque dense comme ceci, ça peut être l'isolation acoustique qui est renforcée parce qu'il y a plusieurs matériaux qui composent la plaque. Et lorsqu'on utilise une cheville de fixation comme ceci métallique, eh bien, la cheville fixée dans la plaque de parement va permettre de suspendre jusqu'à 45 kg. Donc, on n'a plus les soucis qu'on pouvait connaître auparavant dans les cloisons légères, qui étaient le problème de suspension de certains meubles ou certains meubles de cuisine, évidemment, jusqu'à 45 kg par point. Donc, ça permet évidemment de pouvoir fixer la majorité des choses qu'on met habituellement au mur. Ce n'est pas ça qui nous empêche de doubler parfois le mur d'une plaque d'OSB sous la plaque de plâtre dans une cuisine, parce qu'un meuble de cuisine suspendu rempli de vaisselle va peser très, très lourd. Au niveau de la conception, je pense que j'ai fait le tour, mais je vais quand même vérifier sur mes notes si j'ai expliqué tout ce qu'il fallait. Non, j'ai oublié de vous dire quelque chose. Ce principe-ci, pourquoi est-ce qu'il est fort prisé par des organismes qui régissent la construction ou la technique de construction comme la CSTC en Belgique ou les architectes un peu plus pointus? Il n'y a que le système à ossature bois qui peut le permettre, c'est d'avoir un mur 100% perméable à la vapeur. Ça veut dire que dans ce cas-ci, en hiver, chaud à l'intérieur, froid à l'extérieur, le chaud a toujours tendance à vouloir rejoindre le froid, on ne sait pas pourquoi. Eh bien, à ce moment-là, vous avez toujours un effet de condensation qui peut se créer au niveau du système constructif. En construction traditionnelle, ils vont essayer de gérer ce point de condensation qu'on appelle le point de rosée dans le vide qui va séparer la brique de l'isolant. Alors que dans cette conception de mur, le mur est 100% perméable à la vapeur. Ça veut dire qu'il n'y aura jamais aucun effet de condensation possible au sein de la structure même. Et ça, c'est un avantage de l'ossature bois qu'à nouveau, on ne peut pas retrouver dans d'autres systèmes constructifs. C'est un élément hyper technique, mais qui a son importance quand même, malgré tout. Vous avez également, au niveau de la conception des murs intérieurs, une grosse différence, c'est que tous les murs d'une maison en ossature bois, chez Sibomat, c'est parfois une option chez d'autres sociétés de construction, mais chez nous, c'est systématique, tous les murs sont isolés. La composition d'un mur intérieur, c'est l'ossature que vous voyez ici, à l'identique que pour le mur extérieur, une plaque de plâtre de chaque côté. Avec ce principe-là, il faut savoir que l'avantage de pouvoir obtenir des murs isolés à l'intérieur de sa maison, c'est intéressant pour sa consommation de chauffage aussi. Pourquoi? Parce que toutes les pièces ne sont pas chauffées de manière identique. Une salle de bain sera chauffée davantage qu'une chambre, etc. Ensuite, au niveau du système constructif, la différence, c'est l'entraitage. En traditionnel, on parle de ourdi, ce sont des plaques de béton, je simplifie évidemment. Ici, nous avons un entraitage qui finalement est appelé caisson chez Sibomat, mais on peut le comparer à un plancher, si vous voulez. Donc, vous avez un gîtage que vous voyez sur la coupe à l'écran. Ce sont les deux lames verticales dotées d'une croix. Vous avez un gîtage et vous avez un plancher structurel à nouveau en OSB. Ça, c'est la structure même de l'entraitage.
il faut savoir que nous allons également isoler par le dessous, donc ça veut dire qu'une maison dotée d'un étage, évidemment, au niveau du plafond du rez-de-chaussée, entre chaque gîte, on va placer un isolant. Un isolant qui est, comme pour les murs, j'ai oublié de le préciser, on peut travailler en ce qui nous concerne avec de la laine minérale. Il y a un exemple là au-dessus de la laine qu'on utilise aujourd'hui, ce n'est plus celle qui se trouve dans la coupe de présentation, c'est une laine minérale dont le liant est à base de sucre, ce qui lui donne un côté encore plus écologique aujourd'hui. On peut travailler avec un isolant à base de laine de bois également. Bon, ils ont leurs particularités, on ne va pas s'éterniser là-dessus maintenant. Je reviens aux entre-étages, donc on va placer aussi 12 cm d'isolation entre les gîtes. On ne fait jamais ça dans les autres systèmes constructifs, on n'a pas l'occasion, à moins de faire des faux plafonds. Pourquoi nous le faisons? Parce que la conception même de l'entre-étage le permet, et parce qu'à nouveau, un rez-de-chaussée ne va pas être chauffé de manière identique qu'un étage. Donc, quand on s'imagine qu'on a une enveloppe, quand je regarde le plan de ma maison, j'ai l'enveloppe extérieure qui est hyper isolée, et puis je regarde chacune des pièces en sachant que les murs intérieurs sont isolés, les cloisons intérieures, en sachant que les plafonds sont isolés. Chaque pièce est une petite cellule isolée indépendamment l'une de l'autre. Et ça, c'est ce qui permet aussi de renforcer la performance énergétique et de diminuer la consommation de chauffage parce qu'elle sera beaucoup mieux régulée que si ce n'était pas le cas. Vous avez cet isolant et puis au-dessous du gîtage, on va placer un lattage ou un double lattage sur lequel sera fixée la plaque de plâtre qui est moins épaisse pour faire la finition du plafond. Il va nous rester toujours un espace entre cette plaque de plâtre et l'isolation que nous aurons placée, qui est très intéressant, cet espace, parce qu'on peut l'utiliser, par exemple, pour placer des spots encastrés. On n'a pas besoin de faux plafond dans une maison en ossature pour placer des spots, mais on peut faire passer aussi des conduites de ventilation. Dans une maison traditionnelle, on a besoin inévitablement de gaines techniques. Ce n'est pas toujours très harmonieux, pas toujours très esthétique. Ici, en ossature, on fait le maximum pour que toutes les techniques puissent passer dans cette épaisseur de gîtage. Alors, ça peut être les techniques de l'électricité, du sanitaire, du chauffage, de la ventilation, etc. Ça donne pas mal de facilité et ça enlève tous les problèmes des gaines techniques, des plafonds abaissés, etc. Toujours, évidemment, en fonction de chaque configuration de plan. Au-dessus du plancher structurel qui repose sur le gîtage, vous avez un amortisseur que vous voyez sur la coupe également qui est gris. Mais bon. Donc, vous avez le plancher en OSB qui est brun, je pense, je suis daltonien. Un amortisseur qui est placé sur ce plancher et qui va remonter le long des murs de l'étage. Sur cet amortisseur, nous allons couler une dalle de ciment de 5 à 7 cm d'épaisseur. Ça, c'est un sujet très important qu'on abordera un peu plus tard dans la présentation. Cette chape, elle va permettre, de par sa masse, d'absorber le bruit d'impact. Donc, on sait tous très bien, on a tous visité une maison ou vécu dans une maison dotée d'un plancher, une ancienne maison. On se trouve au rez-de-chaussée, on peut suivre la personne qui se promène à l'étage. On entend craquer. Quand on se promène à l'étage d'une maison dotée d'un plancher, on peut avoir aussi cette sensation de flexibilité du plancher. On n'aura pas ça du tout dans notre système. Pourquoi? Parce que cette dalle va effectivement absorber les bruits d'impact. Les bruits d'impact ne sont pas répercutés dans les autres éléments de la construction, les murs et le plancher structurel, grâce à la présence de l'amortisseur. La dalle va rigidifier l'entre-étage, donc on n'aura plus du tout cet effet de fléchissement de plancher. Ça veut dire qu'on ne doit plus craindre non plus les éventuelles fissures de joints de carrelage qui se trouveraient dans les salles d'eau à l'étage. Donc, ça donne beaucoup d'avantages. Ça nous donne aussi la possibilité, je crois que c'est dans mon texte un peu plus tard, mais je vais le dire tout de suite, de pouvoir construire chez Sibomart des immeubles multifamiliaux, des immeubles à appartements, R+3 si ma mémoire est bonne, en respectant les impositions, les normes d'isolation acoustique qui sont relativement sévères aujourd'hui. On est une des seules sociétés au Ossature Bois à pouvoir faire ce genre de construction grâce à cette conception de chape. Et sur cette chape, on peut évidemment coller directement le plancher, placer le parquet laminé ou coller directement le carrelage. Ça, c'est un petit peu, pour moi, ce sont les principales différences par rapport au système constructif.
Ça ne se voit pas, comme je le disais, donc on est obligé de représenter ce système avec des coupes, représenter les coupes des entraitages qui surprennent parfois certains architectes qui ne nous connaissent pas encore, parce que vous avez beaucoup de possibilités de systèmes à ossature bois, beaucoup de principes. On a parlé du préfabriqué avec les modules. Ce sont systématiquement des systèmes plus légers. Donc, qui dit plus léger dit moins performant en termes d'isolation thermique, par exemple. Qui dit plus léger dit qu'on ne peut pas, alors, du coup, avec ce système-là, supporter le poids d'une chape. Donc, ils utilisent ce qu'ils appellent des chapes acoustiques, qui sont des amortisseurs. Mais bon, ça ne fait qu'amortir le bruit d'impact ou l'assourdir, si vous voulez, mais ça ne va pas l'absorber comme la masse de la chape peut le faire. Alors, c'est peut-être pas courant, mais j'ai voulu parler de ça aussi dans la présentation. Bien qu'il y aura cette session de questions-réponses, j'ai voulu d'emblée parler des craintes les plus souvent évoquées par les couples que je peux rencontrer, qui ne connaissent pas encore bien le système. Alors, je pense que quand on a des craintes, il faut en parler. Certains visiteurs n'osent pas, etc. Je crois que toute question a une réponse. Après, ce sera à vous de juger si ça arrive à vous convaincre. Donc, il y a pas mal de questions ou de craintes. La question de l'incendie. Question de l'incendie. Certaines personnes sont renseignées aujourd'hui. J'ai rencontré des experts qui ne l'étaient pas encore, donc je crois que c'est un sujet assez intéressant. Le fait que la maison soit construite en bois, est-ce que ça représente un risque plus important au niveau d'un incendie? Absolument pas. Il faut savoir que, contrairement aux autres matériaux de construction, le béton, l'acier, qui, eux, vont céder au moment où la température de fusion du matériau est atteinte, il faut savoir que le bois va résister beaucoup plus longtemps à un incendie. Qu'est-ce qui va se passer? Le bois va se consumer de l'extérieur vers l'intérieur, lentement, et de plus en plus lentement parce qu'il va créer cette croûte carbonisée autour de lui qui va protéger au fur et à mesure de l'avancement de l'incendie, qui va protéger la structure portante même du bois. Il faut savoir que le bois va conserver comment est-ce qu'on appelle ça, sa portance, pardon, jusqu'à une température de 1200 degrés, alors que l'acier va perdre sa structure portante à 450 degrés. Le béton va perdre 2/3 de sa capacité de portance à 650 degrés. Donc, vous voyez qu'il y a une différence phénoménale entre la réaction de ces trois matériaux à l'incendie, alors que certaines personnes peuvent penser de prime abord que le risque est augmenté. Mais ce n'est pas le cas du tout. Donc, finalement, ce qu'on dit toujours, c'est qu'un bâtiment construit en bois restera debout plus longtemps et permettra l'évacuation des personnes ou du public pour certains bâtiments de manière prolongée. Les services de pompiers sont évidemment très au courant de cette particularité. L'isolation acoustique, c'est ça, je vous ai déjà parlé de l'isolation acoustique entre les étages. Donc ici, je pense que j'ai été suffisamment clair, je l'espère, sinon je répéterai pendant la séance de questions-réponses. Entre l'intérieur d'une maison à ossature bois et l'extérieur, ça ne pose absolument aucun souci, c'est très très performant. Il faut savoir aussi que le bois, le matériau en lui-même, possède d'excellentes performances en matière d'isolation acoustique. Il suffit de regarder quels sont les composants des principaux matériaux utilisés dans les studios d'enregistrement, dans les salles de concert. Le but est d'utiliser, j'y reviendrai, un maximum de composants différents, d'épaisseurs et de densités différentes, pardon, mais la majorité sont des composants faits à base de bois, parce que le bois, de par lui-même, est un très très bon isolant. Entre les pièces, par exemple, comme pour les studios musicaux, entre les pièces, on ne parle plus du problème éventuel de l'acoustique, des bruits d'impact d'une personne qui se promène à l'étage, on va parler de la fréquence du son. Et il faut savoir que pour freiner, ralentir, voire stopper cette fréquence, il va falloir multiplier le nombre de matériaux qu'elle va pouvoir rencontrer, avec la petite astuce de pouvoir parfois désolidariser certains matériaux les uns des autres, mais surtout en faisant varier les épaisseurs de ces matériaux et leur densité.
Alors, quand on regarde une construction traditionnelle, c'est un bloc béton qui est creux. Si je prends l'exemple de la construction traditionnelle en bloc Ytong, que je trouve assez intéressante au niveau de la performance d'isolation thermique, c'est vraiment pas efficace du tout au niveau de l'isolation acoustique. Pourquoi? Parce que c'est un seul matériau, une seule densité, la fréquence va passer. C'est la même chose pour une construction en bois massif. L'inconvénient de ce système-là en bois massif, c'est que l'isolation acoustique n'est vraiment pas performante du tout. L'avantage que nous avons dans le système de construction ossature, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, vous avez une première plaque qui est un mélange de plâtre et de fibres de bois. La fréquence va ensuite rencontrer la structure même qui est l'ossature, deuxième matériau, deuxième densité différente, deuxième épaisseur, ainsi que l'isolant, troisième matériau, troisième épaisseur, troisième densité. Et de l'autre côté, de nouveau, une plaque de plâtre à l'identique. Donc, au niveau de la fréquence, de la transmission du son entre deux pièces, ce sera de toute façon plus performant, malgré les craintes que certains peuvent avoir. En fait, les craintes sont basées, je pense, sur le fait que, c'est un peu paradoxal, le mur en ossature, c'est une composition pleine. Il n'y a que de la matière. Par contre, si vous toquez sur votre mur en ossature, ça va sonner creux. Le bloc béton, le bloc terre cuite, c'est un élément qui est creux. Vous avez simplement les parois latérales, mais au milieu, c'est creux. Et quand on toque sur un mur en béton ou en terre cuite, ça ne sonne pas creux. Donc ça, c'est un petit peu le paradoxe. Mais au niveau de l'isolation acoustique, on est un cran au-dessus. J'ai pour l'instant, par exemple, un projet d'une maison unifamiliale, mais dans laquelle il y a un salon de musique. Tous les membres de la famille sont musiciens. Ils s'amusent de temps en temps entre eux. Eh bien là, j'ai fait faire une étude par un spécialiste au niveau de l'acoustique et des matériaux. On ne doit rien changer à notre principe constructif. Idéalement, puisque c'est quand même un local de musique, on va ajouter 2 matériaux supplémentaires à notre structure habituelle et on va atteindre, pour ceux qui savent un petit peu à quoi ça peut correspondre, une isolation acoustique de 60 décibels. J'y connais pas grand-chose dans tout ce qui est l'isolation acoustique, les décibels, etc. Mais je sais que j'ai choisi mon lave-vaisselle en fonction du nombre de décibels qu'il donnait. C'est assez important. Je repère un petit peu mon texte, il n'y a pas de secret. Je vous ai parlé des étages de vie. Donc, au niveau de l'isolation, je pense que j'ai dit tout ce qu'il fallait dire. Les épaisseurs de chape, je vous l'ai dit, c'est entre 5 et 7 cm. Dans les bâtiments multifamiliaux, on va systématiquement travailler avec 7, pas spécialement dans les maisons unifamiliales. Est-ce que la maison en ossature a tendance à surchauffer en été? Aujourd'hui, non. C'est plus le cas. Auparavant, oui, c'était le cas. Pourquoi est-ce que ça a tendance à surchauffer, cette habitation? Parce que les matériaux utilisés n'ont pas d'inertie. Ça veut dire que les matériaux ne peuvent pas emmagasiner la chaleur. Et évidemment, si vous avez une construction, vous avez une maison, on va l'appeler comme ça plutôt, en période de pleine canicule, si les matériaux ont l'inertie, avant que la chaleur ne pénètre dans le bâtiment, c'est le matériau qui va emmagasiner, si vous voulez, la chaleur avant de la restituer en fin de journée. Donc aujourd'hui, comme avant, nos matériaux n'ont pas d'inertie, mais par contre, le pouvoir isolant du mur est tellement important que c'est la performance d'isolation thermique qui va contrer ce problème, entre guillemets, d'inertie. Et donc, en période de canicule, on peut mettre sa main, je le fais souvent dans la maison témoin lors de rendez-vous, en été, pour les plus craintifs, le mur est toujours frais. Ça, c'est une évidence. Mais alors, on retrouve aujourd'hui, par contre, un avantage avec le fait que ces matériaux n'ont pas d'inertie. Pourquoi? Parce que la surchauffe dans une maison Sibomat actuelle, elle peut provenir du vitrage. Superficie vitrée, l'orientation de la maison et de son vitrage, etc. Ça, c'est la source de surchauffe, évidemment. Il y a des moyens pour contrer cela. Il y a des matériaux, ne fût-ce qu'un vitrage qui est doté d'un filtre, si vous voulez, qui va limiter l'entrée des rayons du soleil lorsqu'ils viennent de haut en été, mais qui va favoriser la réchauffe gratuite et naturelle aux entre-saisons. Ça, c'est un système qui ne coûte pas très cher, qui n'est pas contraignant du tout et qui donne déjà un certain résultat. Et puis, il y a d'autres accessoires qu'on peut utiliser, des screens extérieurs,
qui fonctionne à 100%, ça évite à 100% la surchauffe. Ah bon, il fait sombre dans la maison, ça a son prix, il y a d'autres inconvénients. On est là aussi pour chaque projet, on est là pour vous conseiller sur les techniques qui existent, vous faire part du coût que ça peut représenter. Et grâce à l'expérience des anciens clients que j'aime toujours bien rencontrer après quelques temps d'occupation de la maison, je peux entendre aussi leurs conclusions sur voilà, ce que j'aurais dû faire, ce que j'aurais pas dû faire, enfin bon, etc. Mais aussi sur l'utilisation de certaines techniques comme les screens. Je ne vais pas parler en détail des screens aujourd'hui, mais j'ai déjà rencontré certains couples qui n'utilisent pas les screens parce que l'usage au quotidien représente certains inconvénients à leurs yeux. Et il y a aussi au niveau architectural la possibilité, surtout en contemporain, que l'architecte prévoit ce qu'on appelle des casquettes qui vont permettre finalement de remplacer les marquises auparavant, ou les tentes solaires, qui vont permettre de donner un ombrage en été sur le vitrage et donc d'éviter la surchauffe. Mais où je voulais en venir, c'est au fait que le matériau n'a pas d'inertie. Et donc, si vous avez un effet de surchauffe au sein de la maison en été, étant donné que le matériau n'a pas emmagasiné la chaleur au sein de lui-même, en fin de journée, vous ouvrez vos fenêtres, la température de la maison va baisser très très rapidement parce qu'elle va se mélanger avec l'air frais du coup de l'extérieur en fin de journée et la maison va redevenir en ossature bois très très fraîche et confortable pour la nuit en tous les cas. On peut passer maintenant à un autre sujet, le prix de la maison à ossature bois. Certains d'entre vous connaissent peut-être le salon Bois et Habitat qui a lieu à Namur normalement chaque année, sauf exception Covid évidemment. Et je remarque à cette période-là que les médias font un amalgame de divers systèmes constructifs en bois. Le prix d'une maison en ossature bois n'est pas différent du prix d'une maison traditionnelle. Donc, il y a déjà une chose, ne me demandez pas le prix au mètre carré d'une construction. C'est un paramètre qui est totalement faux pour ma part. On pourrait avoir deux maisons de 100 mètres carrés, chacune dotée d'un étage. Elles ont 200 mètres carrés chacune. Mais l'une peut avoir un étage mansardé, l'autre peut avoir un étage complet qui, dans le cas d'une toiture à deux pans, aurait encore un volume de grenier aménageable, comme dans cette maison témoin à Vierge. Évidemment, à partir de ce moment-là, les mètres carrés peuvent être considérés à l'identique pour le client, s'il n'aménage pas les combles, mais le prix ne sera pas le même. Donc, le mètre cube, pour ma part, a beaucoup plus d'importance pour pouvoir faire une estimation. Mais il n'y a pas d'outil simple à utiliser pour faire une estimation. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'autres paramètres qui vont intervenir dans le prix de la maison et donc du coup, dans sa première estimation, la configuration de votre terrain, s'il est plat, horizontal comme un billard, s'il est avec une certaine déclivité, si c'est un ravin, si c'est une montagne et autres, ça peut influencer évidemment le prix. Dans une brochure de constructeur où vous pouvez trouver des plans d'exemple, c'est souvent représenté sur un terrain qui a la même configuration qu'un billard. Vous avez les prescriptions urbanistiques dont dépend peut-être le terrain qui peuvent influencer le prix de la construction, le style architectural également. Une maison très très contemporaine, j'ai déjà remarqué qu'elle coûtera finalement plus cher au mètre cube, si je peux utiliser mon appréciation du mètre cube, qu'une maison classique de style Brabançon, par exemple. Pourquoi? Pas parce que le fait de construire une maison avec un toit plat est plus cher qu'une maison avec un toit à deux pans, c'est pas ça du tout, c'est que le choix de ses clients, le choix des matériaux, les superficies vitrées qui seront beaucoup plus importantes dans une maison contemporaine, et on sait tous que le vitrage est toujours plus cher que le mur dans tous les systèmes constructifs, il y a tous ces paramètres-là, les éventuels porte-à-faux dans le contemporain qu'il y a que très, très exceptionnellement dans l'architecture plus classique, ben ça va déjà différencier le prix au mètre cube. Donc, il faut voir aussi par rapport au style architectural, à la complexité des plans, aux matériaux et les techniques, évidemment. Donc, nous, on est là pour vous faire des estimations, mais on aura toujours besoin d'un plan, bien entendu, mais on aura besoin aussi de vous cuisiner un petit peu, de vous questionner sur ce que vous projetez en termes d'aspect général, ce que vous projetez en termes de finition intérieure, de technique, etc. Parfois, on se projette l'idéal et puis on se rend compte que ça ne rentre pas dans son budget, mais on est là pour vous donner des alternatives. Donc, ce sont des solutions
ou pour vous remettre un petit peu les pieds sur terre par rapport au budget dont vous disposez pour construire la maison. Mais en 15 ans d'expérience chez Sibomat, très sincèrement, je n'ai jamais eu l'occasion d'avoir une offre comparative en traditionnel dont la différence de prix pouvait faire sérieusement influencer le choix du client vers l'un ou l'autre système. Évidemment, il faudra comparer le plus possible des pommes avec des pommes. Alors, si on compare une maison traditionnelle avec une maison en ossature bois, ce ne seront pas tout à fait des pommes avec des pommes. Mais le but, c'est vraiment de pouvoir comparer avec le même contenu de panier en termes de matériaux, en termes de technique, en termes de performance. À partir du moment où j'équilibre le contenu de chaque panier avec le client, on arrive toujours à une comparaison de prix qui est sensiblement identique et qui permettra plutôt au client de choisir en fonction de son feeling par rapport au système constructif que par rapport au prix. Donc ça, j'en suis absolument convaincu. Par contre, la construction à ossature bois peut être moins chère qu'une construction traditionnelle. Comme je le disais tout à l'heure, la construction en ossature bois est 3 fois plus légère que la construction traditionnelle. Si votre terrain n'est pas d'excellente qualité et qu'il faudrait en traditionnel renforcer les fondations, peut-être qu'il ne faudra pas les renforcer en ossature. Alors, il y aura une différence notable de budget, évidemment, à l'avantage de l'ossature. Peut-être qu'il faudra aussi les renforcer en ossature, mais comme ces études de fondation sont toujours faites en fonction du poids, évidemment, de la maison, des descentes de charges, etc., ça c'est le boulot de l'ingénieur, il est inévitable que le surcoût d'une fondation, dû à une mauvaise qualité de terrain, sera toujours plus intéressant en ossature. Donc, dans certaines situations, on peut se dire oui, la construction en ossature bois pourrait être moins chère. Plusieurs paramètres, je vous rappelle le paramètre de la rapidité de chantier qui peut vous faire économiser du budget en double remboursement, etc. Une architecture un peu plus compliquée qu'une autre, de grands espaces ouverts, des débordements, des porte-à-faux, de par son poids et de la facilité du système constructif, ça peut être plus intéressant aussi. Et ici, par rapport à la qualité du terrain. Donc, ce sont des paramètres importants qu'il faut prendre en compte. Donc, pour ma part, vous pourriez tous profiter de nombreux avantages avec la construction en ossature bois. Je suis un grand convaincu, pas parce que ça fait 15 ans que je représente Sibomat avec plaisir, c'est parce que la première construction que j'avais déjà réalisée avant de travailler pour Sibomat était déjà en ossature. Donc, moi, je reste un grand convaincu. La construction traditionnelle a fait ses preuves, mais il y a beaucoup d'avantages que vous retrouvez avec l'ossature bois. Pour ceux qui n'ont pas encore visité une maison, c'est bien de voir des informations techniques. On peut vous les envoyer par email, on peut vous transmettre des tas de choses très intéressantes, des vidéos de montage de maisons en ossature. Il y a certaines vidéos qu'on a, je pense, sur notre site, qu'on a toujours sur Salon, ça intéresse tout le monde. Je pense qu'il y en a sur YouTube aussi. Des constructions Sibomat qui se montent. Mais vous pouvez aussi nous demander de visiter une maison en ossature. Alors, chez Sibomat, on a quand même le gros avantage d'avoir pas mal de maisons témoins. On en a plusieurs en Flandre. En ce qui concerne la Wallonie, pour l'instant, on a cette maison-ci à Bierge, donc au Havre. On a une maison à Wépion, dans le Namurois. On a très bientôt, et mon collègue Aldo sera très content, une maison également dans le Hainaut. Et on organise, donc c'est soit sur rendez-vous, bien entendu, soit on organise des journées portes ouvertes au sein de ces maisons témoins, et on organise aussi occasionnellement des journées portes ouvertes au sein des habitations de nos anciens clients. Donc ça, c'est peut-être un autre concept, mais ça peut être aussi intéressant pour vous de pouvoir converser directement avec des personnes qui ont tenté l'aventure avec Sibomat à la fois, mais avec l'ossature aussi, et de voir leur compte rendu. Donc, je dirais une chose, c'est qu'il faut avoir le feeling, je l'ai dit à plusieurs reprises, je ne suis pas un vendeur, j'ai rien à vendre ici autour de moi. Mes collègues, je pense qu'il n'y en a aucun qui se considère comme un vendeur. D'ailleurs, chez Sibomat, on nous appelle les conseillers en construction. On est là pour vous expliquer, pour vous renseigner, pour vous conseiller, pour vous prendre par la main s'il le faut dans le bon déroulement de votre projet. On a toutes les équipes derrière nous en ce qui concerne le bureau d'études, le suivi de chantier, etc., pour nous aider à pouvoir vous accompagner comme il se doit. Mais
je ne peux constater qu'une seule chose, c'est que ce système, c'est un système écologique de par nature, un système économique, évidemment, un système durable de par la nature du bois, qui est 100% sur mesure en ce qui nous concerne, qui est confortable, il n'y a rien à faire, et qui est très rapide. Si vous avez besoin de conseils, en théorie, Sarah va pouvoir vous envoyer, si ce n'est pas demain, ce sera lundi au plus tard, un mail suite à cette présentation webinaire, un mail et vous aurez le lien aussi de notre site Internet. En fait, vous rendez sur notre site Internet, vous avez l'onglet Contact, puis l'onglet Conseiller en construction. Il suffit simplement d'encoder votre code postal pour trouver directement les coordonnées de la personne qui sera destinée à vous offrir ces renseignements. Les renseignements, ça n'engage en rien, ça ne coûte rien. Un chiffrage chez Sibamat, bien qu'on fasse travailler nos ingénieurs, nos deviseurs, ça ne coûte rien non plus. Donc, le tout, c'est de pouvoir vous présenter de manière sérieuse ce qu'on est à même de vous proposer avant que vous ne preniez une décision. C'est pour ça que je ne nous considère pas comme des vendeurs. On propose, on explique. Ça vous plaît, on est ravis. Si ça ne vous plaît pas, on verse une petite larme et puis on se réveillera le lendemain matin avec le sourire. Donc, n'hésitez pas à visiter notre site Internet pour avoir un peu plus d'infos, pour avoir les coordonnées de la personne qui pourra vous renseigner. On est répartis par secteur, mais pas spécialement par province. C'est par code postal, d'où l'intérêt d'encoder le code postal de votre domicile actuel et non pas du terrain. C'est la fin de ma présentation. Je ne sais pas combien de temps. Passer aux questions-réponses. Et là, c'est mon épouse qui va mettre son ordinateur pour que je puisse les lire. Il y en a déjà, donc c'est pas mal. Toujours une crainte qu'il n'y en ait pas du tout. Non, je plaisante, il y en a toujours. Alors, j'ai plusieurs questions d'une même personne. Donc, où est le contreventement? Le contreventement, en partie avec le panneau d'OSB ici. Je sais bien qu'il y a d'autres systèmes constructifs qui proposent systématiquement un panneau d'OSB au-dessous de la plaque de plâtre. Alors, il suffit de se renseigner auprès d'un fabricant de plaques de plâtre pour constater que ce n'est pas la bonne solution de mettre ça systématiquement. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, on peut mettre ça derrière certains murs, comme les murs de cuisine qui seraient destinés à recevoir des meubles assez lourds, mais il faut laisser respirer la plaque de plâtre. Donc ça, c'est dans les cahiers techniques de chaque système. Notre système, comme je l'ai dit, on a 43 ans d'expérience. On a notre bureau d'études qui est à la source, donc il chiffre les projets, mais il est à la source de notre système constructif également. Nous avions notre agrément technique. Auparavant, il était belge, aujourd'hui, il est européen, donc il est contrôlé, cet agrément technique, tout est surveillé à la ligne près. Donc, le contreventement, c'est à la fois ceci, et évidemment, le fait d'avoir des murs intérieurs. On n'est pas ici dans un système de construction poteau-poutre, où ce serait uniquement la charpente extérieure de la maison qui permettrait de soutenir l'ensemble du bâtiment. Ce même monsieur me dit, vous mettez 2 couches d'isolant dur, pourquoi ne pas mettre une couche en dur fibre de bois et un en souple laine de bois? Alors, ce ne sont pas des isolants durs, je vais peut-être prendre l'échantillon ici, ce sont toujours des panneaux d'isolation semi-rigides. Ici, c'est la laine minérale, mais c'est un panneau semi-rigide. Panneau semi-rigide, pourquoi pas le dur? Déjà, une chose, c'est que étant donné qu'on fabrique la cloison en atelier, elle est stockée dans l'atelier et puis elle est transportée par un semi-remorque avant d'en effectuer le montage sur site. Si c'est un panneau plus souple, il va bouger. Si c'est un panneau rigide, c'est impossible dans une ossature d'en assurer la parfaite isolation parce que l'ensemble des ouvertures de l'ossature doivent être pourvues de l'isolation. Alors effectivement, on peut mélanger 2 couches isolants et ça nous arrive, donc c'est une bonne question. On peut travailler avec une couche en laine de bois, une couche en laine minérale ou en 2 couches avec de toute façon des densités différentes. Il faut savoir que cet isolant a les particularités de pouvoir être utilisé à l'intérieur du bâtiment. Par contre, celui-ci
il est 100% imperméable à l'eau, il a une autre particularité, une autre densité. Alors, toujours le même monsieur. Le ciment pour le sol à étage, le Fermacell est mieux. Non, pourquoi? Parce que le Fermacell va être posé directement sur la structure. Le Fermacell n'aura pas la masse que possède la chape de ciment que nous utilisons. Le Fermacell ne va pas pouvoir absorber ce bruit d'impact. Non, ce sera beaucoup moins efficace. On a fait faire des études il y a quelques années c'était des étudiants, je pense, à Louvain-la-Neuve, il me semble, des études d'isolation acoustique avec plusieurs compositions de matériaux, à la fois pour les murs intérieurs, à la fois pour les entre-étages, et la solution que nous avons définitivement optée est celle de la chape qui donnait le meilleur résultat. Ici, j'ai une question de mon ami Antoine qui demande si on peut mettre des WC japonais. On te mettra un WC japonais dans ta maison, c'est promis. Merci pour ce petit clin d'œil qui détend un petit peu l'atmosphère. Le monsieur qui me posait les questions précédentes me dit qu'il est d'accord avec mes réponses. Ouf. Il aime bien aussi le Célib 3D, absolument, on l'utilise également. Par exemple, dans une maison qui est destinée à être certifiée et passive ou une maison très très basse consommation, ça fait aussi partie de notre accompagnement systématique avec le client. Il faut savoir quel objectif il veut atteindre. J'ai connu, on a construit ici il y a quelques années, 5 ou 6 ans, un client qui avait pour objectif d'obtenir la certification passive de sa maison. On y est arrivé sans aucun problème. C'est une autre approche du projet. Ce sont des autres discussions, mais on y arrive. Et dans ces cas-là, effectivement, on va aussi utiliser des variantes comme le Célib 3D. Maison très basse consommation également. La certification passive à Bruxelles et en Wallonie n'est pas la même, donc les paramètres peuvent différer, mais on a ces alternatives de matériaux. Une autre question. Monsieur, je ne sais pas si je veux dire le prénom ou le nom de famille, je vais dire Monsieur Fabrizio, c'est plus sympathique. Merci pour cette présentation très claire. Merci à vous, ça me fait plaisir. Peut-on se passer de la plaque de plâtre et donc du dernier compartiment technique? Oui, ça fait partie. C'est de ce côté-là que vous voyez derrière moi sur l'image. En fait, je ne sais pas si vous ne faites que de me voir maintenant. Je suppose que oui. Donc, cette coupe de mur-ci, c'est un autre principe où vous pouvez constater qu'il n'y a pas le vide technique. Donc, ça, c'est tout à fait possible. Ce sera un petit peu moins performant au niveau de l'étanchéité à l'air et j'ai expliqué pourquoi tout à l'heure, mais c'est un système qui a fait ses preuves pendant de nombreuses années, un système qui est encore très très souvent utilisé par d'autres sociétés de construction. Et dans ce système-là, le mur n'est pas 100% perméable à la vapeur, donc nous devons gérer, de par la composition et l'épaisseur des différents matériaux, le fameux point de rosée qui doit, comme je l'expliquais, se créer dans le creux séparant la brique, si c'est un parement brique, évidemment, du vide. Monsieur Jean-Luc, oui, effectivement, vous me dites, OK, le ciment n'est pas très écolo. C'est une remarque que j'entendais assez souvent auparavant, enfin assez souvent. J'avais entendu à plusieurs reprises. J'avais entendu cette remarque de la part d'un constructeur en bois massif qui me disait « c'est un peu dommage, vous faites de la construction en bois comme nous, donc c'est écologique, mais nous, on garde nos planchers évidemment en bois massif à ce moment-là, tel quel, parce que votre chape de ciment, ce n'est pas très écolo. » Oui, c'est moins écolo évidemment, mais est-ce que c'est vraiment un grave souci? En Belgique, je pense qu'on doit construire 70% des maisons avec un parement en briques parce que les prescriptions urbanistiques l'imposent. Est-ce que ça en fait vraiment une maison qui n'est pas très écologique? Vous avez la brique, vous avez le ciment. Les dalles de fondation, elles ne sont pas encore autre chose qu'en béton. Donc, effectivement, vous avez cette couche de 5 cm de ciment, vous avez en dessous de votre revêtement de sol au rez-de-chaussée, vous avez votre dalle de fondation, vous avez la chape de compression, chape de finition avant le revêtement final. Ce n'est pas 100% écolo, mais je pense que c'est 100% efficace et qu'il faut à un certain moment faire la part des choses. Et dans la plupart des cas que je rencontre,
pour les personnes qui sont très, très pointues, qui veulent aller très loin dans leur démarche écologique, etc. À un certain moment, il faut se poser la question, d'abord la première question, parce que c'est le nerf de la guerre pour tout le monde. Est-ce qu'on a le budget pour ça? Il faut se rendre compte d'une chose, c'est que ça reste plus cher, beaucoup plus cher de construire une maison certifiée passive qu'une maison de basse consommation qui sera très, très économe à l'utilisation. On peut parler de maisons bioclimatiques, etc. Il y a toujours une question de budget. Donc, parfois, on est ramené un petit peu sur une autre voie où on doit faire certaines concessions pour pouvoir respecter son budget qui a toujours ses limites. D'autre part, ça reste une maison, donc c'est une habitation, c'est pas un laboratoire, c'est un lieu de vie. Voilà. Je constate aussi une chose, c'est que certaines personnes qui me posent ces questions, qui me disent c'est dommage, tel ou tel élément, reprenons l'exemple de la chape de ciment qui n'est pas très écologique, lorsque je vais en rendez-vous chez eux et que je regarde leur mobilier, ça vient de notre copain suédois, bon, il y en a beaucoup, mais il y a d'autres copains, il y a même des copains belges qui font des meubles, c'est vraiment pas écologique du tout. Je vais vous donner une remarque que m'avait fait je ne sais pas si on dit le bureau de pompiers, non, ça doit pas être ça, la caserne de pompiers, voilà, j'y arrive, à Villevorde à une certaine époque. Il m'avait dit, est-ce que vous savez que les maisons brûlent 9 fois plus rapidement aujourd'hui que dans les années fin 50, début 60? Fin 50, début 60, non, je ne savais pas. Est-ce que c'est un problème au niveau constructif? Non, absolument pas. C'est le contenu, évidemment, qui brûle 9 fois plus vite. Auparavant, vous aviez des meubles en bois massif. Comme expliqué tout à l'heure, le bois résiste bien aux incendies. Aujourd'hui, nos bois, c'est de l'aggloméré, on ne parle pas d'OSB de type 3 comme nous l'utilisons. Tous ces matériaux, les cuisines, les rembourrages de coussins, en fait, voilà, tout ça pour dire que je suis d'accord avec vous, mais qu'à un certain moment, il faudra faire la part des choses en regardant dans la globalité ce lieu de vie que vous allez créer et ce qu'il va comporter et contenir. Une dernière question que j'ai ici pour l'instant, je vais vérifier si j'en ai pas loupé quelques-unes. Est-ce que nous avons déjà intégré de l'isolation chanvre dans nos murs? Non, on ne l'a pas encore fait. Donc, il y a beaucoup de matériaux isolants aujourd'hui. Mais nous sommes une société, comme j'ai expliqué tout à l'heure, nous avons construit 7500 maisons, un peu plus parce que ça fait déjà quelques mois qu'on dit 7500. Ça peut vous paraître une grosse société, oui, mais ça reste une structure très simple et avec un esprit très familial, heureusement, c'est pour ça que j'y suis depuis longtemps. Mais ce n'est pas ça que je voulais dire, c'est que c'est quand même une société qui tourne. Et donc, on a nos ateliers de production, nos ateliers de montage ossature. Et dans ce cadre-là, ce type de société, on ne peut pas faire de l'artisanat. L'artisanat, ça peut être péjoratif pour certains. Ici, je parle dans le bon sens du terme. Ça veut dire que si vous voulez une maison avec tel bois, avec tel type d'isolant pour le mur intérieur, tel type d'isolant pour le mur extérieur, vous allez faire appel à divers corps de métier qui vont s'adapter à chaque demande que vous ferez. Évidemment, ce ne sera pas le même prix. Dans notre cas, vu les chaînes de production, vu la quantité de maisons que nous réalisons chaque année, on ne peut pas se permettre de travailler avec une panoplie de matériaux isolants différents ou de provenance de bois, etc. Donc, tous nos bois sont certifiés, ça, ce n'est pas un souci. Vous le voyez là derrière moi, à ma gauche. Donc, on ne peut pas se le permettre. Ça veut dire qu'on a dû faire des choix. On a deux solutions aujourd'hui qui fonctionnent à merveille au niveau du résultat après mise en œuvre. C'est, comme je le disais, la laine de bois, la laine minérale, mais on ne peut pas se permettre de travailler avec davantage. Je crois qu'on pourrait probablement le faire si un client me dit, écoutez, je construis avec vous, mais je veux du chanvre. Il faudrait que j'insiste auprès de la direction pour voir si on ne peut pas faire une exception. Mais ce dont je suis persuadé, c'est qu'il va le payer cher. Il va le payer cher parce que, comme toute société, on a nos prix d'achat de matériaux en fonction de la quantité. Bon, si c'est plutôt exceptionnel comme usage de matériaux, il va le payer cher. On nous parlait aussi à un certain moment de l'isolation cellulose. Il y a 12 ans d'ici, c'était l'isolant par excellence parce qu'il avait une connotation écologique assez importante.
Et puis, bon, ça c'est la sortie bon, c'est pas sorti il y a 12 ans, il y a plus longtemps que ça, mais ça a vraiment eu son apogée au niveau de sa reconnaissance il y a une douzaine d'années, je m'en souviens très très bien. Et puis on s'est rendu compte qu'au niveau de la mise en œuvre, il fallait vraiment des gens très très spécialisés, et encore aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est isolant. Une fois qu'il est projeté, tout le monde est content. Après un certain temps, il a tendance à se tasser dans son contexte, que ce soit en toiture ou que ce soit au sein des murs d'une ossature, par exemple. Donc, au niveau de la mise en œuvre, il faut vraiment avoir un spécialiste. Et au niveau de notre système constructif, je pense qu'un de mes collègues, Peter, a eu à la mer la possibilité de faire une maison pour laquelle le client s'est occupé de l'isolation. Ça veut dire qu'on a monté notre ossature vide en atelier, sans isolation. On l'a livrée, donc elle était fermée mais vide, et il a fait venir une équipe spécialisée pour injecter, moi je dis toujours projeter, mais dans ce cas-ci, ça devrait être injecté, l'isolant en cellulose. Bon, c'était une exception, mais voilà, je crois qu'on a notre manière de faire qui a donné toutes ces preuves. Et à nouveau, c'est toujours une question de compromis. Et ça nous permet aussi de proposer un produit performant à un prix tout à fait convenable. Donc, notre rapport qualité-prix dans les enquêtes de satisfaction clientèle, c'est souvent le premier critère qui vient en ligne de mire. C'est ils sont convaincus d'avoir d'avoir pris la décision, je ne vais pas dire l'achat d'une maison, de construire cette maison avec Sibomat et d'obtenir au final un très bon rapport qualité-prix. Et je crois que pour atteindre cet objectif, on doit avoir une certaine démarche au sein de la société, de l'entreprise. Voilà, c'était a priori la dernière question. Mon épouse a vérifié, elle ne se montrera pas. Monsieur Marc me remercie, vous êtes très clair. Eh bien, ça me fait très, très plaisir parce que je vous avoue que c'est un exercice très difficile. On n'est pas des gens de spectacle ici, on est des gens qui aiment bien le contact, mais qui aiment bien le contact avec les personnes en direct et pas avec la caméra. Donc, je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire. On en fera d'autres, ça c'est certain. J'ai l'impression que le prochain est fixé au 19 mai. Si je ne me trompe pas, mais vous serez certainement avertis. Et le sujet que j'aborderai à ce moment-là, ce sont les normes CUSEN, dont je parlais très brièvement tout à l'heure, qui sont les normes PEB imposées en région wallonne. Qu'est-ce qu'il faut faire pour obtenir ces normes? Qu'est-ce qu'on doit prévoir au niveau du système constructif? Quelle performance on doit atteindre? Est-ce qu'on doit ajouter des techniques à la construction de la maison pour obtenir ces performances-là? Ce sera le prochain sujet. Donc, je vous invite à parcourir notre site Internet et certainement à ne pas hésiter à nous contacter ultérieurement pour qu'on puisse discuter de votre projet. Si vous l'avez déjà, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Et si vous ne l'avez pas encore, de votre futur projet. En tout cas, ce sera avec plaisir. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et vous souhaite une excellente soirée. À très bientôt.